quinzaine de civils ont été tués et décapités dans un nouveau massacre près de Béli, dans l'est de la RDC, ont rapporté vendredi des sources de la société civile la nouvelle tuerie attribuée aux groupes armés ADF. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo arrive à Rabat où il rencontre son homologue marocain Nasser Bourita pour discuter de la menace de l'Iran, du règlement du conflit libyen et de la situation dans le Sahel. Les rescapés du naufrage d'un bateau au large de la Mauritanie sont pris en charge à Nouadhibou, place portuaire et deuxième ville du pays. Au moins 62 migrants africains sont morts noyés en tentant de gagner l'Europe. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Une quinzaine de civils ont été décapités, tués dans un nouveau massacre près de Béli, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont rapporté vendredi des sources de société civile. La nouvelle tuerie attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées a eu lieu jeudi au nord de Béli, dans la zone de Mbo. Aucune source militaire n'a confirmé l'information officiellement à ce stade. L'armée congolaise et les casques bleus ont annoncé pour leur part des actions et des opérations conjointes dans la région contre les groupes armés, à commencer par les ADF. Par ailleurs, 3 personnes ont été blessées par un engin explosif jeudi soir à Béniville, a indiqué un responsable local, soit un nouveau mode opératoire dans cette région, en proie à de multiples violences. Au Maroc, cette fois, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Rabat où il rencontre son homologue marocain Nasser Bourita pour discuter de la menace de l'Iran, du règlement du conflit libyen et de la situation dans le Sahel. Mike Pompeo est le plus haut responsable américain à se rendre au Maroc depuis l'élection de Donald Trump. Reportage. La menace de l'Iran, le règlement du conflit libyen et la situation dans le Sahel ont été au centre des discussions du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avec son homologue marocain Nasser Bourita, a indiqué ce dernier dans une déclaration. Concernant l'Iran, avec lequel le Maroc a rompu ses relations diplomatiques, l'entretien a porté sur les efforts pour contrer les tentatives d'élargissement de l'influence iranienne dans la région, y compris l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, précise cette déclaration. Fin novembre, le département d'État avait décrit le Maroc comme un partenaire essentiel dans la stratégie diplomatique des États-Unis dans la région, qui inclut la normalisation des relations avec Israël. La visite de Mike Pompeo est intervenue alors que les États-Unis doivent dévoiler leur projet de paix pour le Moyen-Orient, qui a déjà conduit Jared Kushner, le gendre et conseiller du président Donald Trump au Maroc, puis en Jordanie au printemps dernier, en quête de soutien de ses alliés arabes. La coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis se traduit notamment par des exercices militaires conjoints et par l'achat d'armements américains. Ainsi, le département d'État a récemment donné son feu vert pour la vente de 36 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache, pour un montant de 4,25 milliards de dollars. Noureddine Bongo Valentin, fils aîné du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, a été nommé ce jeudi en Conseil des ministres. Il occupera désormais le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles. Reportage. Au pouvoir depuis 10 ans, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé son fils aîné Noureddine Bongo Valentin pour l'épauler dans la gestion des affaires de la présidence. Selon le projet de décret portant création et fixant les attributions et avantages du coordinateur général des affaires présidentielles, présenté en Conseil des ministres, ce dernier assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Le choix porté par le chef de l'État gabonais sur son fils intervient après le lancement mi-novembre d'une vaste opération anticorruption baptisée Scorpion, qui a mené à l'interpellation d'une vingtaine de hauts responsables de l'administration et surtout à celle de l'ancien tout-puissant chef de cabinet de la présidence, Brice Lacruche Alianga. Noureddine Bongo Valentin s'intéresse plutôt aux affaires. Durant le premier septennat, il facilite certains accès à son père. Son influence monte d'un cran alors qu'Ali Bongo est foudroyé par un AVC il y a 1 an. Avec Sylvia Bongo, sa mère, il est l'un des rares à avoir le bulletin de santé du président. Depuis quelque temps,
Il a pris ses quartiers au palais présidentiel. L'opposition soupçonne Ali Bongo de vouloir le préparer pour la succession. Mais une source proche de la présidence de la République a précisé que Noureddine Bongo Valentin a été choisi pour ses compétences. La lutte antiterroriste se poursuit en Afrique. 6 Tchadiens, membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, ont été arrêtés sur le territoire soudanais. Ils ont été remis aux autorités de leur pays. De sources sécuritaires, des forces du renseignement militaire soudanais ont capturé 6 terroristes de Boko Haram. En vertu de l'accord entre les deux pays, les autorités soudanaises les ont remis aux autorités tchadiennes. Mais le communiqué qui véhicule l'information ne donne pas de précision ni sur la date de l'arrestation, ni sur celle de la remise aux autorités tchadiennes. Il s'agit de la première arrestation de membres présumés du groupe djihadiste au Soudan. Le groupe, dont le berceau est le Nigeria, opère habituellement plus à l'ouest et notamment autour du lac Tchad où il tient des camps d'entraînement. Il faut dire que le Tchad compte plus de 200 groupes ethniques et partage avec le Soudan une longue frontière. Sous le président Idriss Déby, le Tchad a pris une part active à la lutte contre le djihadisme dans la région. Entre autres, le pays est membre d'une coalition combattant l'insurrection de Boko Haram et est également membre de la force conjointe du G5 Sahel, comprenant également des troupes de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. L'insurrection de Boko Haram a depuis 2009 tué plus de 27 000 personnes et forcé près de 1,8 million de personnes à fuir au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Les rescapés du naufrage d'un bateau au large de la Mauritanie sont pris en charge à Nouadhibou, place portuaire et deuxième ville du pays. Au moins 62 migrants africains sont morts noyés en tentant de regagner l'Europe dans le pire naufrage en 2019 sur la route des migrations longeant la côte atlantique. Reportage. Sous les tentes silencieux, ils ont encore en mémoire le drame survenu la veille. Ce sont les rescapés du naufrage. Au moins 62 migrants africains sont morts noyés au large de la Mauritanie en tentant de gagner l'Europe, dont la pire naufrage en 2019 sur la route des migrations, longeant la côte atlantique. Un précédent bilan faisait état de 58 morts. Mais 5 nouveaux corps ont été rejetés par la mer ce jeudi au lendemain du désastre, portant le nombre des victimes à 63 selon une source sécuritaire. L'Organisation internationale pour les migrations a quant à elle fait état de 62 décès. La mort de ce groupe, des Gambiens dans la grande majorité selon leur capitale, après une semaine en mer à bord de ce que les Mauritaniens ont décrit comme une embarcation de fortune, est un rappel de plus des risques que prennent des milliers d'Africains pour tenter de rallier l'Europe pour un mélange de raisons économiques, sociales ou politiques et du coût humain de ces migrations. Près de 25 000 personnes sont mortes depuis janvier 2014 en tentant de rejoindre l'Europe, a indiqué l'OIM. La grande majorité, 19 154, ont péri en Méditerranée sur les principales routes d'accès au continent européen. Mais plus de 480 ont aussi perdu la vie sur la route d'Afrique de l'Ouest, dont environ 160 en 2019. Le naufrage survenu ce mercredi est le plus meurtrier cette année sur cette route, selon l'OIM. Le groupe de 150 à 180 personnes, dont des femmes et surtout des jeunes de 20 à 30 ans, s'était embarqué le 27 novembre en Gambie à bord d'une barque à moteur, selon les informations concordantes de l'OIM et des autorités mauritaniennes. Destination, les Canaries, archipel espagnol au large du Maroc et porte d'entrée potentielle en Europe. On parle toujours catastrophe, mais cette fois au Burundi, avec au moins 38 personnes qui sont mortes ce mercredi dans un glissement de terrain provoqué par les pluies sur les collines de l'ouest du pays. C'est ce qui ressort du bilan provisoire rendu public ce jeudi par la police. Les pluies torrentielles de la soirée de ce mercredi à Mundina, province Cibitoke, située dans l'ouest du Burundi, ont occasionné des glissements de terrain, des éboulements de montagnes. D'importants dégâts, tant matériels qu'humains, ont été enregistrés. Plus de 20 corps sans vie ont été trouvés sous les décombres juste dans l'après-midi de ce jeudi et d'autres personnes restent introuvables. Sur la sous-colline Rukombe, 11 personnes sont mortes.
Sur la sous-colline Gikomero, 2 familles ont perdu 3 de ses membres. À la sous-colline Gikomero, 10 personnes sont mortes suite à ces pluies torrentielles qui ont entraîné des glissements de terrain, l'éboulement de montagnes. 2 mois de pluies incessantes et qui ne sont pas terminées ont provoqué en Afrique de l'Est des inondations et coulées de boue ayant submergé villages, maisons et champs et causé au moins 265 morts selon un bilan établi ce jeudi par l'AFP. Ces violentes intempéries ont contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer et emporté des milliers de têtes de bétail au Kenya, en Somalie, au Burundi, en Tanzanie, au Soudan du Sud, en Ouganda, à Djibouti et en Éthiopie. Au Sénégal et plus précisément à Dakar se tient la 4e édition du Dakar Digital Show, rendez-vous des acteurs numériques en Afrique. L'événement réunit les professionnels du marketing digital, les développeurs, les entreprises et les investisseurs. Plus de précisions à travers cet entretien. Le Dakar Digital Show est devenu un incontournable dans le secteur des télécommunications, dans l'écosystème numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va changer? Il va permettre à l'ensemble des acteurs, de se connaître, d'échanger des pratiques, de l'expérience et de partager des connaissances. Et aussi, in fine, de faire du business, qui est la raison d'être des entreprises. Chaque année, on sent que cet événement est en train de s'installer dans l'écosystème. On avait la première année en 2016, un peu moins de 800 participants. L'année d'après, on a eu 1500, l'année dernière, un peu plus de 2500, et cette année, plus de 3000, avec des exposants qui ne cessent d'augmenter d'année après année. Et on voit aujourd'hui que les personnes qui viennent assister viennent de tous les continents, de l'Afrique, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Oui, aujourd'hui, c'est un incontournable en Afrique de l'Ouest. Nous présentons une lampe solaire dont l'énergie est stockée sur des batteries d'ordinateurs recyclés. Donc, d'après la Banque mondiale, 1,3 million de personnes n'ont pas accès, de milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Parallèlement, 14 000 tonnes de batteries sont produites et jetées dans l'environnement. Donc, sur ces 2 projets, on a créé une lampe solaire qui va permettre aux jeunes qui sont dans les zones non électrifiées de pouvoir faire le devoir une fois la nuit tombée. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.